Imaginez un instant. Il y a de ça 3 ans et demi, une conversation étonnante a eu lieu. Cosimo m'appelait, préoccupé par le sénateur François-Noël Buffet, alors président de la délégation au renseignement du Sénat. C'est ce que François Carracci déclare. Cosimo avait une vision très arrêtée de ce personnage, mais je lui ai dit, et je cite, disait Jean-François Carracci, prudence, Cosimo. Ton point de vue sur François-Noël Buffet n'est peut-être pas un point de vue objectif. Et les façons du fait, grâce à ton dossier, va devenir ministre. Cette affirmation a profondément surpris Cosimo à l'époque. Il ne me croyait pas, disait Jean-François. Je lui avais également précisé que malgré sa position à la tête de la délégation du renseignement, François-Noël Buffet n'était pas forcément dans la boucle comme Cosimo le pensait. Alors comment une telle prédiction a-t-elle pu se réaliser et qu'est-ce que cela révèle sur les coulisses du pouvoir? Cette anecdote personnelle va nous servir de point de départ dans ce podcast pour les ondes clandestines. Nous allons plonger au cœur des mécanismes pour vous expliquer à la fois comment on recrute dans le renseignement et comment on recrute dans les gouvernements. Nous aborderons des situations en France et en Italie car ce sont deux expériences fortes et valables que Jean-François Carracci va nous présenter. Quand Cosimo m'a appelé il y a 3 ans et demi en m'expliquant qu'il avait mal à partie avec le sénateur François-Noël Buffet, qui était président de la délégation au renseignement du Sénat, je lui ai dit, tu sais, prudence, parce que tu as un point de vue sur François-Noël Buffet qui n'est peut-être pas un point de vue objectif, et François-Noël Buffet, grâce à ton dossier, va devenir ministre. Il y a 3 ans et demi, quand j'ai dit ça à Cosimo Prété, il a été très surpris et il ne me croyait pas. Mais que François-Noël Buffet deviendrait ministre et que François-Noël Buffet, en tant que président de la délégation au renseignement, euh, n'était pas forcément dans la boucle comme il pensait qu'il pouvait l'être. Je prends ce point de départ pour ce podcast pour expliquer à la fois comment on recrute dans le renseignement et à la fois comment on recrute dans les gouvernements, que ce soit en France ou en Italie, puisque c'est les deux expériences fortes et valables que je peux vous présenter. On rentre dans l'enseignement soit en faisant des études spécifiques de flic pour la DGSI ou des études militaires particulières. Par exemple, Nicolas Lerner, patron de la DGSE, dès sa sortie de l'ENA, est rentré au secrétariat général du ministère de l'Intérieur pour très vite, à terme, devenir patron de la DGSI. Avant de devenir patron de la DGSE, il a été patron de la DGSI. Et c'est ce qui s'est passé. Devenir espion ou agent secret en France signifie généralement intégrer la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, le principal service de renseignement extérieur français. Le processus est extrêmement exigeant et sélectif, mêlant concours, recrutement spécialisé et enquête poussée. Pour postuler, en fait, je rappelle les conditions et ils ne m'en voudront pas en fait si j'en fais la promotion. Être citoyen français, avoir plus de 18 ans, avoir effectué la journée de défense, posséder un casier judiciaire, remplir les conditions d'aptitude physique et psychologique. Les voies d'accès, c'est simple, accessible au fait sur concours, mais nous voyons que parfois les voies sont différentes. Parce que dans la même promotion que le président de la République, parce que dans la même, comme je l'ai expliqué, confrérie très particulière qui était au sein de l'ENA, comme les Skulls and Bones peuvent être à Yale. Il se passe des choses initiatiques, mystiques, dans de grandes universités. Parmi les confréries secrètes, on note par exemple la Main Noire, cette société secrète serbe fondée au début du XXe siècle et célèbre pour son implication dans l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, acte déclencheur de la Première Guerre mondiale. Elle utilisait des méthodes violentes, menait des campagnes de propagande et formait ses membres aux techniques de renseignement et de sabotage. Les cinq de Cambridge,
Également, cette affaire illustre comment une société secrète universitaire, la Cambridge Apostol Society, a servi de vivier de recrutement pour des espions soviétiques. Plusieurs de ses membres, dont Anthony Blunt et Guy Burgess, ont infiltré les plus hauts niveaux du renseignement britannique tout en travaillant pour l'URSS, la confrérie Notre-Dame également. Et puis on note des sociétés moins secrètes, mais qui restent dans l'occulte, dans l'ésotérique, la franc-maçonnerie, les loges occultes, les loges maçonniques, la Sapinière, en fait, ce réseau d'espionnage interne au Vatican, mis en place au début du XXe siècle, étant chargé d'informer la papauté sur les menaces internes et externes, etc., etc. Après, il y a des confréries et des réseaux contemporains, en fait, qui ne sont pas étudiantes, mais qui sont à noter, notamment par exemple les frères musulmans. Cette confrérie islamiste a été accusée par les autorités égyptiennes d'avoir mis en place une organisation secrète dédiée à l'espionnage et à la divulgation de secrets d'État, etc., etc. De façon très organisée, de façon très réelle. Et donc, eh bien, c'est cette promotion qui se partage les ministères et les postes dans la très haute fonction publique et au CAC 40. Comme ça a été précédemment le cas avec François Hollande ou autres. Les confréries secrètes ont à différentes époques servi de cadre à des activités d'espionnage ou de renseignement, que ce soit à des fins politiques, militaires ou économiques. Leur structure fermée, la loyauté de leurs membres et la capacité à agir dans l'ombre en font des outils efficaces pour la collecte et la transmission d'informations sensibles. Cependant, il convient de distinguer les faits historiques avérés des mythes et théories du complot qui entourent souvent ces sociétés. Rentrer dans l'enseignement, c'est soit avoir une ambition personnelle qui peut ne pas être bien accueillie par le renseignement, qu'il soit civil ou militaire, parce que quelqu'un qui veut devenir analyste ou espion ou quel que soit le grade, bas ou élevé qu'il peut avoir, homme ou femme, eh bien, c'est pas forcément bien vu de s'y présenter. Je vous donne un exemple qui va vous faire sourire, mais Peter Falk, Colombo, quand il était jeune, l'acteur, à titre privé et bien réel, eh bien, il avait voulu rentrer à la CIA et la CIA n'a pas voulu de lui. Bon, peut-être était-ce parce qu'il lui manquait un œil, mais il y a des gens qui ont des infirmités et qui pourtant font de très bons espions, de très bons analystes. En France, on est très vite P4, juste si on fait de l'hypertension ou du diabète, parce qu'on prend pas assez en compte la puissance de l'esprit. Churchill n'aurait jamais été quelqu'un d'important en France vu les sélections qu'on a. Non pas qu'elles soient injustes ou draconiennes, elles sont ce qu'elles sont. Bon. Donc, pour une question qui a été posée à Aurélien Roy, journaliste spécialisé en renseignement il y a 1 ou 2 jours, bien voilà, vouloir rentrer dans l'enseignement français, c'est avoir en premier lieu un caractère ou une compétence spécifique, soit parler couramment l'arabe, soit parler couramment le russe, soit parfaitement maîtriser les codes, le chiffrage, etc., etc. C'est avoir quelque chose de particulier. Accéder aux services secrets nécessite un parcours sélectif, une formation spécialisée, une adaptation continue aux évolutions technologiques et géopolitiques. Voici un panorama des filières, écoles et contenus de formation que j'ai recensés qui structurent la professionnalisation des agents de renseignement en France. Tout d'abord, il y a les concours de la fonction publique, avec la majorité des agents qui intègrent des services secrets comme la DGSE, la DRM, la DRSD, etc. Il y a des concours spécifiques à leur entrée en études. Les procédures d'habilitation, en fait, avant d'intégrer un service, chaque candidat fait l'objet d'une enquête approfondie sur sa vie privée et professionnelle afin de détecter d'éventuelles vulnérabilités. Recrutement de contractuels également. Certains profils techniques ou issus de l'armée peuvent être recrutés sur dossier sans concours, etc. Nous notons parmi les écoles le centre de formation interarmée au renseignement, rattaché à la direction du renseignement militaire. Ce centre propose plus de 70 formations de quelques heures à plusieurs années, couvrant l'ensemble des métiers du renseignement militaire, analystes, linguistes, spécialistes du renseignement technique, data, ingénieurs, etc. Il y a les formations universitaires également de type Sciences Po, Sciences Po, Paris, propose des certificats pluridisciplinaires sur le renseignement militaire, économique, diplomatique, clandestinité, etc., en partenariat avec des professionnels du secteur. Et puis après, il y a d'autres filières en fait, que je n'exposerai pas ici et qui sont des filières dites parallèles de recrutement.
Moi, quand j'ai été contacté par Andreotti, c'est parce qu'Andreotti surveillait très fort les frères Carracci dans les affaires italiennes, et qu'ils étaient sur écoute, que lorsque j'ai su sur la SCI Carracci que j'étais plus actionnaire de cette SCI dont j'ignorais que j'étais actionnaire, eh bien ça a allumé un voyant dans la tête d'Andreotti. Lui, il me le faut, parce qu'il a instinctivement la connaissance du renseignement. Non, j'avais juste grandi parmi des gens des services secrets italiens, donc comme on fait du vélo, moi je connaissais le renseignement de façon naturelle, familiale. D'autres sont recrutés autrement. Et pour le gouvernement, c'est pareil. Quand Aurore Berger, il y a 3 ans et demi, 4 ans, n'arrivait pas à devenir Premier ministre, je me souviens, j'avais fait une rencontre avec Bénédicte Carracci-Bocquet. On avait participé au Salon du Livre du Rambouillet qu'elle avait fait, le Salon du Livre qui avait été une réussite d'ailleurs, où on avait présenté les romans Paradis 123 aux éditions du Net et Georges aux éditions du Net, que je vous invite à découvrir parce que c'est la vie de Georges Cardel et vous apprendrez beaucoup de choses très agréables et très intéressantes en lisant ces romans-là. Et, comment dirais-je, Aurore Berger n'arrivait pas à devenir ministre. Macron n'en voulait pas. Et j'ai dit à Bénédicte Carracci-Bocquet, mon épouse, ne t'inquiète pas, par le simple fait qu'elle nous ait trop approchés, qu'elle ait accepté de nous faire exister, elle sera ministre dans quelques semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue ministre de suite après. Alors, ça fera sourire ceux qui m'écoutent, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que cette volonté absolue de la presse française, depuis que j'ai officiellement été reconnu, de faire croire, même pas que j'ai pas été reconnu, mais que je n'existe pas, c'est la même chose au gouvernement. Dernièrement, j'ai discuté avec un haut responsable de l'Élysée sur la succession de Nicolas Lerner. Et j'ai dit à ce haut gradé, cette personne importante de l'Élysée, moi je suis candidat. Voilà, pour Berlusconi et Andreotti, j'ai dirigé de l'analyse et du renseignement, et je pense que je pourrais faire les choses de façon efficace et valable pour les intérêts supérieurs de la France. Mais pour les intérêts supérieurs de la France. Je ne veux pas agir pour les intérêts supérieurs de quelques-uns ou les intérêts supérieurs d'un seul. Bien sûr, l'Élysée ne me nommera pas directeur général de la DGSE. Mais ce que je veux expliquer, c'est que si j'avais voulu, ce que je ne fais pas, rentrer dans telle loge parisienne ou dans telle confrérie tout à fait particulière, eh bien je serais le ministre ou le successeur officiel choisi, autodésigné, choisi par le président de la République. Mais j'ai côtoyé en Italie ou en France, des gens très importants, d'anciens premiers ministres, etc. Il m'est arrivé à Palavas en 2000, je sais plus combien, 5 ou 6, j'ai déjeuné à la table de Nicolas Sarkozy quand il était venu faire une dédicace à Palavas, et nous étions aussi 8 à table, etc., etc. Je connais le maire de Montpellier, Michael Delafosse est un copain d'enfance, on s'est connus au mouvement des jeunesses socialistes de Montpellier. Le sénateur Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault, pareil, est un copain du mouvement des jeunesses socialistes, on a fait des soirées ensemble, etc. Pareil pour Franck Proust, président de la métropole de Nîmes. Franck Proust a en sa possession et le propriétaire d'un tableau signé Barros et Carracci, peint à leur fin, etc., etc. Pareil dans d'autres villes. Donc, ce que je veux juste expliquer par rapport à cela, c'est que en tant que prince Bourbon par ma mère et ma grand-mère, eh bien, les affaires françaises me concernent particulièrement. Moi, j'aime à dire, et je suis très sérieux en le disant, je suis 3 fois français. Parce que ma mère naturelle est française, princesse de France. Et ma grand-mère était française, Anne de Bourbon-Parme, princesse de France. Parce que j'ai été adopté par adoption plénière par des Français,
je suis aussi français, et parce que j'ai décidé de rester français alors que je pourrais vivre en Roumanie ou en Italie, parce que j'aime la France et je veux pouvoir être utile à des hautes fonctions qui correspondent à mes compétences et à ma naissance. Voilà. Donc je suis 3 fois français. Par le sang, par l'adoption et par le cœur. Au niveau, par exemple, de la Roumanie, Margaret n'a pas réussi à être reine parce que j'ai réussi à faire assez de bruit, notamment au travers de la couronne, pour expliquer que j'étais là. J'étais sur l'échiquier. Mais ça ne veut pas dire que j'y arriverai, et ça tombe bien parce que si la Roumanie a besoin d'un roi, je suis disponible. Mais s'ils veulent pas d'un roi, je ne sacrifierai aucune de mes valeurs ni aucun de mes proches à cette ambition-là, tout simplement. D'autres font autrement, mais moi, j'ai fait ce choix-là de n'être choisi que pour la trajectoire et l'honnêteté avérée et bien réelle qu'est la mienne.